reversés à la boîte par les market makers. Donc d'autres éléments, pareil que vous pouvez trouver dans les documents, réglementaires Eurex, Euronext, par exemple avec l'order to trade ratio, c'est-à-dire qu'il suffit pas de faire le coquin et de proposer, 6 000 contrats futurs dans le carnet. Il faut aussi que vous assuriez un petit peu l'exécution, hein. Sinon, bon, on imagine bien qu'on aurait des market makers qui mettraient juste, des tailles, un petit peu pour induire en erreur et puis qui se retireraient assez fréquemment et que finalement on aurait une liquidité, une capacité à s'exécuter dans le marché sans l'impacter, qui serait plutôt très, très, biaisée. Donc tout ça, en fait, la bourse, quand, vous devenez market maker, elle va le monitorer, elle va le contrôler, elle va le vérifier et vous pouvez pas trop vous amuser à jouer avec ça parce que le tracking est tellement précis que de toute façon, vous arriverez pas à gruger la bourse. Donc il y a un vrai ratio à maintenir entre la liquidité que vous allez proposer et la liquidité sur laquelle vous allez, effectivement vous faire exécuter, accepter d'être exécuté et de gérer, dans votre book. On peut pas truander, complètement. Ça paraît diverses petites infos, je vais passer très, très vite dessus, que vous pouvez trouver. Intéressant de voir, c'est que par exemple ici, il nous dit que quasiment 95,6 de tous les ordres qui sont envoyés au marché, en fait, ils sont cancel et il y en a seulement 4,4 qui sont effectivement, tradés. Donc c'est pour vous dire un petit peu dans quel, environnement de marché, on évolue et à quel point je pense que ça peut être compliqué parfois de tirer son épingle du jeu et de pas devenir fou quand on est face à son carnet d'ordre. Parce qu'on est vraiment c'est une table de poker avec des bluffeurs, quoi, hein. Là, je vous ai représenté schématiquement, ce que va gagner un market maker sur une activité du coup de market making, sur un produit, directionnel avec un sous-jacent. J'ai fait varier alors différents paramètres. On a une échelle qui va en général de 100 à 100,7 mais faut pas forcément s'y fier. Il y a des vols et des paramètres de variation réelle qui vont être différenciés. L'idée, c'est qu'on va toucher du rebate pour chaque action qu'on va traiter. On a une contrainte, c'est qu'on doit représenter sur ce marché, on doit couvrir 80 de la liquidité qui va être exécutée. On a une taille de bid and ask, à fournir en continu qui est imposée également, par la bourse quoi qu'il se passe et on a un max inventory, c'est-à-dire le nombre maximum de stocks, de positions qu'on peut détenir en portefeuille, qui est imposé, qui est bloqué à 3 500. On voit juste en faisant varier la taille de notre max inventory, c'est-à-dire à quel point on peut détenir un nombre important d'actifs dans notre portefeuille. Ici, enfin dans notre book, ici 3 500, ici 1 000, ici 300, on voit que le PNL, pardon, le PNL qui est du coup notre courbe bleue, n'est pas du tout la même. Et forcément, plus on a un inventory qui est conséquent, plus on va pouvoir manœuvrer correctement notre book. Et comme on gagne petit à petit, bah, plus on a une grosse taille d'inventaire possible, plus on peut accumuler ces petits gains pour faire face aux entre guillemets «grosses pertes» qu'on va prendre. Voilà, sachant que du coup, comme ça vous bloque, ça veut dire que si vous arrivez par exemple ici, vous êtes capé à 1000, une fois que vous êtes coincé à 1000 dans votre inventaire, il y a un tas d'opportunités qui vont vous échapper. Vous allez être du coup beaucoup plus sensible à un mouvement de marché, qui pourrait vous coller. On voit que sur une journée où du coup en rouge vous avez, on va dire les variations de l'asset sur la journée, quand vous avez que des gros shifts successifs et assez peu de consolidation, bah, généralement c'est ces gros shifts là, qui vont vous lessiver parce que c'est compliqué d'aller se hedge, sur un plan théorique sur des mouvements comme ça abrupts qui s'enchaînent. Alors que sur une journée très directionnelle, c'est pareil finalement, ça pousse, ça pousse, ça pousse dans un sens, donc c'est pas toujours évident, d'aller construire correctement ses positions, de correctement se retourner dans le marché. On voit qu'on a un PNL qui est un petit peu en galère, hein, sur la journée. On termine certes en positif, mais on voit que ça a été quand même assez ric-rac, assez en dents de scie. Je vous ai mis comme ça pas mal d'autres petits exemples. Ici, pa toujours pareil, journée très, très directionnelle, le même exemple qu'avant, on voit toujours qu'on est un peu en dents de scie, qu'on est un peu en galère. Par contre, d'un coup, si je me mets à gonfler mon spread, hein, si je me mets à me faire un petit peu plaisir sur le spread, on voit que mon PNL, hop là, ça se passe beaucoup mieux d'un coup. C'est beaucoup plus simple pour moi en tant que market maker de m'en sortir puisque avec ce meilleur spread, je me rémunère mieux, j'ai plus de marge de manœuvre pour gérer mon inventaire, pour gérer mes couvertures et donc la vie d'un coup pour moi devient beaucoup plus facile et agréable. Ici, grosse, contre-net, donc en gros le PNL, brut qu'on va faire, heu, qui est le PNL, bleu et le PNL violet en comptant, bah, tous les avantages qu'on peut avoir, par exemple du rebate, pour chaque volume qu'on va traiter, que du coup on traite à un meilleur prix que le marché et sur lequel on gagne techniquement de l'argent. On voit que ça permet sur la journée, petit à petit, plus on va traiter de volume,
plus on va creuser l'écart parce que le rebate va commencer à peser assez lourd dans notre rémunération en tant que market maker. Comme disent les cuisiniers, on n'a que la marge pour vivre, et ben, en finance, c'est pareil, le market maker, il a que le spread pour vivre. Et là, ce que je vous ai représenté, c'est l'évolution théorique d'un PNL sur une journée de trading avec 3 paramètres différents ajusté par une notion de volatilité, je ne vais pas m'étendre dessus, mais l'idée, c'est de vous dire que vous avez votre PNL classique qui est en vert, qui est du coup, on voit sur l'évolution le PNL le plus faible. Vous avez le PNL avec rebate qui est le violet, qui est pas mal, qui est un peu mieux que le PNL qu'on aurait de base. Et vous avez le PNL que j'ai nommé rebates et MM, donc market making, où on prend en compte et les rebates et l'activité l'action que ferait techniquement réellement un market maker. C'est-à-dire, par exemple, si ça tire fortement dans un sens, bah, pour désinciter un petit peu les acteurs à aller dans ce sens, je vais peut-être réduire la taille que je propose de ce côté-là, réduire la quantité que je propose et peut-être gonfler un peu mon spread. Selon dans quel sens ça va, je peux élargir un petit peu mon bid ou mon ask, me montrer un petit peu moins compétitif pour justement réduire un peu les intentions de ce côté-là et avoir moi le temps de mieux travailler, de mieux me couvrir et aussi de mieux me rémunérer. Et on voit que sur la durée, au début, ça se voit pas trop, mais forcément, plus on va traiter de volume, plus mon PNL est en train de gonfler et de surperformer les autres. Et c'est ça le market maker, mais même quand vous allez côté structuration, heu, ça va être méchant, mais dès que vous avez un produit un peu compliqué, que vous n'êtes pas sûr de pouvoir bien le hedger, bien le pricer, vous mettez un spread un petit peu de coquin au client et puis, bah, ça vous permet derrière de vous récupérer et de pas être trop, dans la mouise, d'avoir la marge de manœuvre. Qu'est-ce que je voulais dire? Le market maker, il est. Je te fais faire une petite pause. Ouais. Mais prends le temps, hein, c'est bon. Hein. T'en es pas. Ah, mais là, on arrive dans le dur en plus, là. Ah Là, ouais, on bon, va non, faire mais une vraie tranquille, pause. hein, je veux dire, on a le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Le market maker, il a une obligation, lui, sur le marché de fournir la liquidité. Ouais, ce que J'imagine j'évoquais qu'il a tout des à l'heure. contrats, etc. Parce que je reviens, moi, à un truc que j'ai maté il n'y a pas longtemps sur Madoff. Et Mmh. que lui, il était market maker à l'époque où il y avait la crise des subprimes, mais c'était le seul. Apparemment, les autres market makers de la place n'achetaient plus, enfin, n'étaient plus la contrepartie du marché. Ils refusaient de le faire. Et il y avait que Madoff qui, lui, continuait. Et en fait, est-ce que OK. si un market maker ne remplit pas son devoir, alors qu'on est en pleine crise, pour pas se faire dézinguer, ne remplit pas son devoir de quand même être la contrepartie du marché et de fournir la liquidité nécessaire, est-ce qu'il risque des amendes ou voilà? Comment ça se passe à ce niveau-là? Amende, tu aurais si vraiment tu t'amusais à faire des trucs, pas réglementaires, quasiment de la manipulation, sur les quantités. Ouais, Et après, tu peux te désengager du marché quand il y a un risk haven, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le SMC, les conditions que t'impose la bourse. Il y a quand même quelques tu as des obligations constantes, mais qui sont allégées quand tu as des conditions de marché d'accord, spécifiques et dangereuses, les périlleuses petites pour mentions. toi. Ok. Tout ce que tu vas risquer, c'est, bah, forcément, tu vas pas être rémunéré sur ça. Mais Mhm. tu seras pas embêté parce qu'en gros, tu as dit non, je suis pas prêt à sauter en fait juste pour assurer la liquidité dans le marché. Et même si une bourse ou quoi voulait se retourner contre toi, les desks de compliance et de legal des banques sont tellement forts qu'ils diront bah non, en fait, plutôt que de faire sauter la banque et de mettre en péril nos activités, nos clients, on a préféré mettre un terme à l'activité de market making. Tu l'as vu pendant le Covid, hein, de toute façon, market making zéro, liquidité zéro. Moi, à un moment, je me suis fait, c'est le cas, je me déchirais comme ça, j'ai cliqué un peu vite sur un futur DAX, j'ai pas fait gaffe. Et je vois que je suis exécuté à un prix qui est genre vachement loin de là où je pensais rentrer. Je comprends pas, je suis en perte instant. Et en fait, il y avait un spread de 40 points sur le futur DAX Waouh, pendant le Covid. d'accord. Tu vois. Et bah, c'est aussi pour ça que le marché a cavé. T'as personne en face, t'as zéro liquidité dans le marché. Donc le premier mec qui rentre un peu fort, qui se débarrasse de ses stocks un peu fort, il t'entraîne le marché à la baisse parce que t'as personne en face, donc il avale tout sur X niveau de prix. Ouais. Et c'était tellement le bordel que les bourses ont dû interdire la vente à découvert Oui, il y a eu à pour un moment éviter que ça donné, continue de dégueuler. ouais, ouais, il y a eu à un moment donné, même je crois qu'à un moment donné, ça avait même carrément stoppé. La bourse avait carrément Ouais, ouais. été stoppée. Ouais. T'as eu des cuts et t'as eu des interdictions de short qui ont Mhm. duré, je crois, quasiment 7 ou 8 jours, je sais plus. Mhm. Et du coup, oui, le market maker peut se retirer. D'accord, ok, ok. T'imagines le pauvre sinon. Bah, Donc là, ce que je après, propose, tu sais, c'est après. si t'as des obligations, mais bon, après, voilà, s'il y a des mentions, s'il y a des conditions de marché et tout ça, Ah, c'est bon. c'est. Je peux te donner l'obligation de traverser un champ de mine, c'est peut-être pas pour ça que tu vas être trop chaud à l'idée de le faire. Tu vois. Si tu as le choix de prendre le sentier à côté, quitte à marcher 4 fois plus longtemps, tu vas Ouais, le faire, je pense. ouais, c'est vrai. Belle image. Un peu hostile, mais ouais. Donc, ce que je propose de voir, c'est pour l'exemple d'un trader un peu cash, qu'on a vu tout à l'heure, un trader qui va négocier surtout des produits comptants, des produits physiques.
comment est-ce qu'il va gérer une position avec un client de la banque. L'idée, c'est qu'on a notre fonds de tout à l'heure, gros riche capital, avec les fonds LGT, TPF, TLG, GLT, tout ce qu'on veut dedans. Euh, Compose ce fonds, cette structure mère qui est Gros Riche Capital. Et ben, on arrive à un moment où, comme par magie, on a 3 PM. Je dis comme par magie parce que très, très souvent, en fait, vous avez des gérants qui vont vous envoyer les mêmes ordres. Parce que, ah bah tiens, il y a l'event BCE qui arrive, on va alléger un peu le portefeuille et vous avez d'un coup une masse qui vous arrive dans, dans la figure. Et donc là, on prend l'exemple où on a nos 3 gérants qui ont flairé un bon coup sur Société Générale. Et du coup, l'idée, c'est de se positionner à l'achat dessus. Ils transmettent les ordres à la table de négo. Les ordres sont trop gros et doivent être faits dans un impératif de temps qui est trop court pour la table de négo, donc elle va plutôt faire un RFQ vers les banques partenaires. On a vu que là, on a la Niglo Bank et on a la Stop Loss Bank. Finalement, c'est la Stop Loss qui est la plus compétitive, donc c'est elle qui remporte le deal. C'est elle qui se met contrepartie du fonds. Et ce qu'on va regarder, c'est justement du côté de la banque, comment ça va se passer. Parce que là, bah, pour la table d'exécution, pour le hedge fund, entre guillemets, c'est fini. On a externalisé l'opération. Euh, on va dire le côté difficile de la recette, c'est pas nous qui allons le gérer. Donc on va voir sur un cadre schématique comment le trader de la banque va gérer ça, et tout ce qu'on va voir là dans les slides à venir, ça va impacter la façon dont le trader de la banque, dont la banque va proposer le prêt à son client. L'idée pour nous, ça va être de regarder immédiatement quels sont les paramètres qu'on va avoir à traiter en tant que trader. Donc on voit qu'ici, on a un client qui veut acheter pour 850 000 actions. Quel notionnel ça représente? Quel notionnel ajusté du bêta? Donc en gros, les variations supplémentaires que la boîte a tendance à délivrer par rapport à son indice de référence. C'est pas la def exacte, mais c'est celle qui sera le plus facilement compréhensible, je pense. Quel notionnel ça va représenter? Le volume de mon client, quel volume, si je prenais par exemple une moyenne du volume à 5 ou à 10 jours, bah, la taille de mon client, quelle proportion de tout ça, ça représente, par rapport à ce qu'on a observé sur X derniers jours. Par rapport, admettons, je reçois la demande à 13h30, bah, par rapport à 14h, on va dire qu'on a effacé du coup la matinée. En moyenne, quel volume d'actions il va me rester? Qu'est-ce que je peux encore trouver, techniquement dans le marché? Et par rapport à ce que je peux encore trouver dans le marché, bah, quelle est la taille de mon client par rapport à ça, hein? Et quelle est la taille par rapport à ce qui me reste en moyenne sur ma journée? Et tout ça, en fonction de tout ça, un petit peu, de la boîte, sa profondeur de marché, sa liquidité, il y a des algos dont j'ignore le fonctionnement qui vont arriver à vous pricer un market impact théorique, c'est-à-dire vous dire: «OK, pour traiter telle quantité, ton action, à elle seule, de market maker, hem, va avoir tel impact sur le prix de marché». Et donc quand on commence à croiser un petit peu tous ces éléments, on va pouvoir commencer à proposer un prix, au client avec du coup une com et un bid and ask. Et on va regarder du coup, puisque nous, comme on l'a vu, ce qu'on veut faire, c'est se couvrir. On va regarder tous les paramètres un peu qui peuvent nous impacter. Là, par exemple, on voit des représentations de ce que serait, une vol réalisée sur différents horizons de temps sur notre sous-jacent. Donc ici, on est sur SOG, qui est corrélé, c'est-à-dire les peers, en termes de corrélation, de bêta. Qui est-ce que j'ai qui opère dans le même secteur? Qui me propose la meilleure corrélation avec? On va voir pourquoi c'est très important juste après. Et là, bah, par exemple, une rapide analyse du volume et du notionnel qu'on peut traiter en moyenne sur les 5 derniers jours, hein, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut essayer de passer dans le marché sur Société Générale. Et là, du coup, vous avez bah, la même vue que ce graphique, mais peut-être en plus exploitable. Les corrélations avec Société Générale, les corrélations avec le benchmark. Donc ici, en benchmark, on va prendre le SX5E, le Stock 50, le bêta qu'il y a par rapport à la Société Générale et le bêta qu'on va avoir par rapport au benchmark. Donc ça nous permet déjà de s'orienter, de se dire: «OK, comment je vais un peu hedger ma boîte?» Et quand on commence à croiser tous ces paramètres, on peut estimer avec du Monte Carlo, par exemple, notre PNL, et via cette estimation, on va pouvoir arriver à proposer, entre guillemets, notre bid and ask à un prix ferme au client. L'idée, c'est de regarder, OK, par rapport à toutes, les composantes, les boîtes proches que j'ai, vers qui je vais pouvoir me tourner pour me couvrir. Parce que du coup, si je suis contrepartie de mon client, brut comme ça, je suis exposé, et moi je ne veux pas être exposé en tant que trader pour le compte de la banque. Je veux faire la pause à mon client, lui mettre le spread, lui mettre la com, et pas avoir à me soucier de: le marché monte, je gagne ou je perds, ou le marché baisse, je gagne ou je perds. Donc vers qui je peux me tourner? Et on voit que là, on en a vraiment un qui sort du lot. C'est qui? C'est le SX5E. Alors c'est emmerdant pour nous parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est, celui qui a la plus faible corrélation avec Société Générale, donc c'est aussi celui qui va nous donner le moins bon edge. Par contre, c'est là où on a le plus de profondeur de marché, donc c'est là où pour nous, ça va être le plus simple de se couvrir et de se retourner dans le marché.
Et donc on fait cette analyse schématique pour toutes les boîtes impliquées, hein, qui proposent le plus de volume, le plus de notionnel, roulant sur la journée, vers qui je vais pouvoir me tourner pour commencer un petit peu à former son idée, sa vue de marché. Ce qu'on veut faire idéalement, c'est prendre des boîtes qui ont déjà une même devise quand on peut, parce que ça permet d'éviter de gérer ce risque-là, ce paramètre en plus, de devoir gérer le risque de change et cetera. On veut privilégier des fortes corrélations pour avoir un hedge qui est le plus efficace possible et des boîtes qui vont évoluer le plus ensemble possible pour pas trop disloquer le hedge, qu'on essaye de mettre en place. On va toujours essayer de s'investir. Par exemple, vous voyez là, je j'ai retenu une matrice de plusieurs boîtes. L'idée, c'est qu'une corrélation, ça peut changer dans le temps, ça peut se disloquer. Par exemple, sur un risque spécifique, un événement qui va affecter que la BNP, ça va peut-être pas affecter le reste du secteur bancaire. Et si mon hedge, je l'ai fait que sur BNP, bah, je vais peut-être perdre ma corrélation et je vais perdre du coup l'intérêt de mon hedge. Et l'idée aussi derrière, c'est que sur des gros notionnels, ça va nous permettre de diversifier notre impact de marché, de diluer le notionnel qu'on a à rentrer dans le marché pour essayer de ne pas impacter le prix, de ne pas impacter le marché et de laisser une empreinte qui est vraiment la plus faible possible. Là, on voit le tableau, à quoi ça ressemblerait techniquement si je pars sur 850 000 GLE à un prix ferme à l'instant T qui était de 22,97. Combien je vais rentrer de contrats stocks, combien je vais rentrer de contrats stocks bancaires, hein, SX5E c'est stock 50 et SX7E c'est stocks bancaires. Quel notionnel ça représente et quel notionnel ajusté du bêta ça va représenter. Là, on va faire d'ailleurs le reste du slide en considérant qu'on est sur un notionnel bêta ajusté. On l'a vu, le hedge stocks, c'est pas le top. FESX, c'est le futur sur le stock 50. C'est pas le top parce que j'ai une faible corrélation, mais on a vu sur le slide d'avant que c'est celui qui a vraiment la plus grosse liquidité, la plus grosse profondeur de marché, donc ça va être simple pour moi d'aller dedans au moins un premier temps pour me retourner. Et du coup, ce que je vais devoir faire après sur le reste de ma journée, pour, refaire un hedge qui est plus cohérent, plus efficace, c'est petit à petit, je vais éliminer ce que j'ai sur le FESX, sur le stock 50 et je vais transférer ce notionnel vers les autres boîtes du secteur bancaire que j'ai repérées, sur lesquelles j'ai décidé d'aller m'investir. Par exemple, Crédit Agricole, BNP, du FSB qui est du coup, le stocks bancaire, qui a également une grosse corrélation, heu, avec notre Société Générale, Deutsche Bank par exemple. Et dans un troisième temps, une fois que j'ai reconstruit ce hedge qui est entre guillemets «mon hedge parfait», on va dire, je vais déboucler tout ça petit à petit au fur et à mesure que j'élimine le notionnel de mon client. Donc schématiquement, ça va nous donner 3 grands scénarios. Je dois mettre mon book, market neutral, hein, je dois me mettre neutre, me hedger correctement et entre guillemets «parfaitement». Pour ce faire, pour hedger mes 850 000 stocks sur Société Générale, je vais acheter 470 futurs stocks à l'open et je vais, acheter, 362, stocks banque à l'open. Ensuite, je reconstruis ma pose avec les boîtes en corrélation, ce que je vous expliquais juste avant et je déboucle petit à petit et donc j'ai 3 grands scénarios qui peuvent me tomber dessus, on va dire. Scénario optimiste, j'ai un Stocks qui monte et j'ai GLE qui baisse, c'est le top pour moi. Comme je suis acheteur sur le Stocks et que je suis techniquement dans mon book short sur SOG, bah, je peux réaliser un gain en vendant mes FESX à un meilleur prix et je peux me racheter mes SOG à un prix plus bas. Donc c'est tout bénef. On a le scénario neutre, bon, qui est peut-être pas celui qui nous intéresse le plus, quoi, on va dire. Et le scénario pessimiste où bah, on est à l'inverse du scénario optimiste, ça va contre moi et donc là forcément je vais dégrader mes prix de sortie, mes prix de rachat et ça va pas être bon pour moi. Ici, j'ai pris un exemple qui est un petit peu facile parce qu'on a la chance d'être sur les valeurs bancaires, notamment sur les valeurs bancaires européennes. On a le FESB, donc l'Eurostoxx bancaire, qui est un gros indice, qui a une grosse liquidité, une grosse profondeur de marché. C'est pas du tout le cas de tous les indices. Il y a des indices sur certains, segments de marché spécifiques, qui ne jouissent pas du tout de sur certains secteurs, hein, ce que je veux dire, qui ne jouissent pas du tout de la même liquidité, de la même profondeur de marché, qui ne permettent du coup pas du tout de se retourner aussi facilement et de se hedger aussi facilement, dans le marché. Donc là, on a quand même cet avantage, je tiens à le noter, à le préciser, du FSB. Et donc, bah, ça, c'est un peu tout ce que je vais prendre en compte finalement avec du Monte Carlo, avec des évolutions possibles des prix sur la journée, avec comment ça pourrait m'impacter, comment ça pourrait peser dans mon book. Bah, OK, je simule X chemins que peuvent prendre les différentes actions, les différentes composantes que peut prendre le marché. Et du coup, fonction de tout ça, quel impact ça peut avoir sur moi? Et c'est notamment cette simulation-là qui va en partie affecter, heu, le prix que je vais retourner à mon client et je vais lui dire: «Voilà, je suis prêt à te faire, tel prix ou à te proposer tel spread». Et forcément, plus ça va être tricky pour moi, plus ça va être compliqué pour moi de m'en sortir en gain. Par exemple, s'il y a un biais, un risk event ou quoi à venir, un élément qui peut créer de la vol et qui peut amener le marché dans un sens qui est difficilement prévisible pour moi, je vais gonfler un petit peu le spread pour moi avoir un peu plus de marge de manœuvre et pouvoir survivre un peu plus efficacement.
Là, dans l'idée, c'est à quoi va ressembler mon book sur la journée. On voit qu'au départ, on retrouve nos positions de départ, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a nos moins 850 000 sur Sogé puisqu'on est contrepartie client et on a nos 470 stocks qu'on achète à l'open, nos 364 stocks bank pareil qu'on va traiter à l'open. Et ça va être l'évolution du book sur la journée. Donc moi, hop, petit à petit, je dégraisse mon exposition sur Sogé. Je reconstruis. On voit, je dégraisse sur mon stocks, je dégraisse sur mon stocks bancaire pour m'allouer vers les actions petit à petit, Deutsche Bank, Crédit Agricole, BNP et reconstruire mon hedge là-dessus. On voit que vers 15h30, à peu près milieu de journée, entre guillemets, j'ai ma position qui culmine, hein. J'ai entre guillemets fini de retransférer tout mon notionnel, comme on l'évoquait tout à l'heure avec cette espèce de trading en 3 phases. La position de départ, la reconstruction de mon notionnel, de mon hedge parfait sur des boîtes corrélées, et petit à petit, jusqu'à la fin de journée, déboucler ma position, déboucler mon book. Donc on voit bien les 3 phases, ici, sur cette représentation schématique réalisée admirablement sur Excel. Et on voit ici, du coup, les volumes traités. Là, vous avez ce que je détiens en book techniquement à l'instant T, ce que j'ai en inventaire. Et ici, vous avez les ordres, entre guillemets, les transactions qui sont passées. On voit qu'on va dégraisser 110 stocks, puis re 110, puis 105, puis 121, puis 24, jusqu'à revenir à 0. Et là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on est à 0 tout d'un coup alors qu'il nous restait des grosses quantités. C'est parce qu'en fait, au fixing, c'est là qu'il y a vraiment les pics de liquidité, de volume disponible sur la journée. Il y a une profondeur de marché qui est incroyable au fixing et en général, peu importe ce qui vous reste dans votre book, vous allez pouvoir vous en débarrasser à ce moment-là, parce qu'il y a vraiment des pics de volume tout à fait incroyables. Et ça, c'est la représentation toujours schématique de l'évolution, de la distribution de mon notionnel sur la journée. Et on voit bien ici que, alors je vais me mettre en rouge peut-être, que petit à petit, j'ai travaillé à la réduction de mon notionnel. Hein, à sa reconstruction. On voit que là, par exemple, on a majoritairement 2 couleurs, donc c'est notre exposition à SocGen et notre exposition, sur le Stoxx. Et ben, on voit que petit à petit, on travaille à réduire ces expositions, on les retransfère, on a nos actions ici qui se mettent à occuper de plus en plus de place et puis, bah, pareil, hein, à partir de 15h30, hop, on voit bien le débouclement qui s'opère et sur toute la durée de la position, vous voyez que moi, on va dire notre notionnel de départ et de référence, c'est celui de Sogé. Sur toute la journée, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille à sa réduction, à sa, neutralisation et on le fait de façon à ne pas y aller trop fort sur les prix, pas disloquer le marché, pas se faire taper sur les doigts, pas non plus jouer contre nous et contre nos propres, intérêts, et on voit bien qu'au fixing, on n'est plus là, on a totalement neutralisé notre trade, notre book, on a géré la position de notre client et du coup, techniquement, le PNL qu'on va faire sur la journée, d'après ces différentes évolutions, ces différents paramètres qu'on vient de voir ensemble, il serait représenté, schématisé ici. Là, techniquement, je m'en tirais avec 15 500 48 de PNL sur on va dire, stratégie de couverture et de débouclage que j'ai monté, sachant qu'on est sur un scénario qui nous a été un petit peu positif, dans la fourchette neutre, c'est-à-dire qu'en termes de PNL qu'on pouvait réaliser, on voit qu'on se trouve plutôt alors en rouge, vous le voyez mal, mais dans cet arc-là de distribution, donc ni très bon ni très mauvais, ça n'a pas évolué trop défavorablement contre nous. On est sur un scénario finalement qui a été plutôt, moyen. On s'en est pas trop mal débouclé, débrouillé sur le débouclage du Stoxx, donc OK. Mais on va voir que, par exemple, si je fais bouger un seul paramètre par rapport à la journée de départ qu'on a vue, c'est-à-dire là, je fais juste tirer un peu plus SocGen que dans la simulation précédente. Vous vous souvenez que comme je suis short book de Société Générale, c'est-à-dire que je dois racheter ma position, bah, juste en faisant évoluer un peu plus l'action contre moi, on voit tout de suite, boum, l'impact sur le PNL et je passe de 15 000 de PNL à 70 de perte sur mon PNL et je me retrouve du coup plus dans cette fourchette basse, dans les distributions qui m'étaient possibles et en termes de PNL, juste parce qu'on a Sogé qui a tiré d'un côté. Là, j'ai fait bouger que Sogé d'un côté, enfin que Sogé. On peut imaginer d'autres impacts, bien évidemment, avec, en faisant varier les autres instruments qui sont dans notre book, dans notre portefeuille. Market Ah, making, toujours! Ça va, Julien? Ouais, ça va. Je Je suis en comprends tête mieux le de logo, salive, mais je comprends mieux le logo Red Bull. ah ouais, ouais, c'est je suis en dette de salive, là, je suis endetté Ah sur bah 3 vas-y, mais ans. prends le temps de boire un Non, coup, mais hein. non, mais je push comme ça après on peut un peu traiter les questions quand même. Bah après, ça va, il y en a pas beaucoup, hein. Non, c'est plutôt calme, hein, dans le chat. Je pense que Ah, les gens écoutent attentivement. c'est peut-être pas rassurant, peut-être que j'ai tué tout le monde du coup. Bah non, parce que l'audience est toujours là. Donc c'est bon. Incroyable. Tant qu'ils sont Top. connectés, tant que ça bouge pas, c'est bon.
Ça Non, bon, je les ai pas endormis, tout le monde écoute attentivement, je pense. génial. Voilà. Non, c'est super. Mais là, du coup, on arrive à la partie qui va rebondir un peu sur l'intervention de Jay, l'autre jour. C'est très bien parce qu'il a dégrossi la chose, il vous a déjà mis un peu le pied à l'étrier, ça me facilite grandement le job. Toujours dans cette notion de market making, là, on a vu finalement un market making et une gestion de position qui était assez simple parce qu'on est sur du cash, on est essentiellement sur des produits directionnels. Finalement, le seul truc qu'on avait qui était pas directionnel, c'était la convexité qui était induite par le pricing des produits futurs. Mais sinon, on est sur des produits directionnels, sur des produits, on pourrait dire delta. Le market making sur option, l'option qui est un produit dérivé, on va dire, complexe, slash, semi-complexe, en ce sens que vous avez plusieurs paramètres qui vont impacter le prix de votre option et donc votre option, qui est un produit dérivé comme un futur en ce sens qu'il a vous pouvez acheter un futur, le futur suit son propre cours. Une option, c'est pareil, c'est pas un truc que vous achetez une fois ferme et ça ne bouge plus. C'est un produit qui va se valoriser, monter ou baisser dans le temps, justement sous l'influence de ces différents paramètres. Et donc, dans votre option, vous avez par exemple le delta, qui est la sensibilité de l'option à des variations de son sous-jacent, par exemple Renault, hein, qui va toujours être un sous-jacent de référence, une sensibilité qu'elle peut avoir à des taux d'intérêt. Vous avez le gamma, c'est par exemple la sensibilité de votre delta à des variations du sous-jacent. En général, pour le simplifier un petit peu, on dit que c'est l'accélération de votre delta. Ça a peut-être l'air obscur, je vous ai préparé des graphiques, ne vous inquiétez pas. Vous avez le θ qui est en fait la valeur temps de votre option et plus le temps passe, plus ce que vaut votre option va diminuer. Un petit peu, de toute façon, comme on dit en finance, le temps c'est du risque, c'est un petit peu comme une prime d'assurance, un contrat d'assurance. Si vous devez me protéger, potentiellement sur 3 mois, vous allez me le faire à un prix plus cher que sur un mois parce que j'ai beaucoup plus de chances de me péter la patte sur 3 mois que sur un seul mois. Donc cette fenêtre supplémentaire où je peux me péter la patte, vous allez entre guillemets «me la facturer» parce que vous voulez vous en prémunir. Et vous avez le Vega par exemple qui est la sensibilité de l'option à la vol. Ça, c'est ce qu'on appelle les grecs de premier ordre et après vous avez les grecs de 2e ordre, qui sont les interactions des grecs entre elles. C'est-à-dire que ça, c'est vos grecs centrales, directes, on va dire les plus basiques et classiques. Et après, ce qu'on va mesurer, c'est les interactions des grecs entre elles. Par exemple, quand vous regardez le charme, quelle est la sensibilité du delta de mon option face au passage du temps, face à l'érosion du temps? C'est ce qu'on va regarder un petit peu plus en détail ensemble. Pour dégrossir un peu le delta, dont on a déjà pas mal parlé, l'idée du delta pour un market maker et pour, entre guillemets, s'en prémunir, c'est que si j'ai un client qui m'achète sans call, les calls, ce sont des options d'achat sur l'action GLT ou sur l'action TPF à la monnaie, c'est-à-dire à la monnaie, c'est au prix actuel de l'action. Alors ça, j'aurais peut-être dû vous faire une slide, mais avec une option, admettons, vous avez une boîte qui vaut 100 à un instant T sur le marché, vous pouvez très bien acheter un call, c'est-à-dire une option d'achat qui porte sur le niveau 110 et du coup, cette option d'achat ne sera intéressante pour vous qu'une fois qu'on aura dépassé les 110. Je vous dis juste ça rapidement pour que vous compreniez qu'on peut acheter des options, pas au prix du sous-jacent actuel, hein. On peut former des vues sur l'avenir avec ça. L'idée, c'est que moi, face à ce scénario-là, en tant que contrepartie du mec qui achète ses 100 calls, je me retrouve short de 100 calls. Et puisque je suis short de 100 calls, je suis short de 0,5 delta, parce qu'on considère que quand on a une option à la monnaie, on a un delta de 0,5. Donc, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire sans compter une variation de la volatilité, une variation du temps, une variation de tous ces autres paramètres, toutes ces autres sensibilités. Si mon sous-jacent monte de 1, moi, comme je suis short de call, je perds 0,5. Mais moi, je veux pas perdre 0,5. Je suis pas là pour avoir une vue, sur la direction que va prendre le marché et perdre ou gagner de l'argent selon s'il monte ou il baisse. Moi, je suis là pour mon rôle de liquidité, pour faire du spread et pour gagner sur cet axe-là. Donc schématiquement, ce que je peux faire de mon côté en tant que market maker pour me couvrir, c'est acheter 50 actions, par exemple TPF, pour neutraliser mon delta et me protéger des variations. Puisque en faisant ça, bah, si mon sous-jacent monte toujours dans un exemple de 1%, certes, je vais paumer 0,5 sur mon option, mais en face, sur les 50 actions que j'ai achetées, je vais gagner 0,5. Donc je neutralise mon risque, je neutralise mon delta. Mais on va vite voir que rien ne saurait être aussi simple dans la finance. Parce que mon delta, il va pas être fixe, il va être impacté par ce qu'on a vu tout à l'heure avec le gamma. Vous vous souvenez, cette notion un peu d'accélération de mon delta. Mon delta, il va pas rester à 0,5 sur toute la durée de vie de l'option. Si le prix de mon action se met à augmenter, par exemple, sous l'effet du gamma qui va venir accélérer mon delta, bah, je vais peut-être avoir par exemple un delta qui va se retrouver à 0,7. Et si c'est le cas,
ça me force à acheter de nouveau 20 nouvelles actions pour reporter ma couverture delta, à zéro, d'accord? Donc si on reprend l'exemple des 1 qu'on a vu tout à l'heure. Donc on voit que juste, moi en tant que market maker, de par cette, on va dire, impératif de couverture qu'est le mien, je vais de façon très, palpable, avoir un impact qui va se matérialiser sur le marché assez vite. Là, je vous ai mis des petits graphiques d'illustration, de Global X ETF. Si jamais vous voulez aller sur le site, vous tapez Global X ETF Market Making sur Google. Ils ont préparé, 2 ou 3 articles, je crois, qui expliquent grosso merdo, dans les grandes lignes, cette notion de hedge du delta et du gamma sur laquelle on va, un petit peu s'appuyer. Là, c'est ce que je vous expliquais, vous voyez, at the money, donc à la monnaie, on considère mon delta 0,5, si, ça augmente, bah, quel impact ça a pour moi, et cetera, et cetera. Hop là. Donc, puisque, comme on l'a vu, c'était pas assez dur de juste gérer le delta, il y a d'autres éléments qui vont impacter, notamment le passage du temps, par exemple. C'est-à-dire qu'on a des paramètres qu'on va appeler non linéaires et qui vont interagir entre eux. On fera pas attention à ça. Par exemple, plus le temps passe, plus j'ai un gamma qui va être exacerbé. Ici, vous voyez, j'ai différentes maturités de mon option, différentes limites d'expiration. En violet, vous avez l'option à 100 jours, 60 jours en noir, 30 jours en bleu, 10 jours en rouge. Vous voyez que moins j'ai de temps dans mon option, plus j'ai un gamma qui est gonflé, qui va prendre de plus en plus de place en fait dans mon option. Et donc, bah, sur une option à 10 jours, pour une même variation du sous-jacent, pour 1% de variation, j'ai une option qui va se valoriser, dont le prix va varier beaucoup, beaucoup plus fort et beaucoup, beaucoup plus vite. Et par exemple, bah, d'autres éléments, on voit que toutes choses égales par ailleurs, une hausse de la vol, ça va réduire ma sensibilité du gamma. Ici, on voit qu'on a 6 de vol implicite en bleu, 12 de vol implicite, c'est-à-dire, on va dire la vol qui est, anticipée par le marché, en orange, et on voit qu'effectivement avec plus de vol, ça contraint mon gamma, ça lui laisse moins de place entre guillemets pour s'exprimer dans l'option. Donc c'est la difficulté un petit peu quand vous allez être market maker, c'est qu'il y a tous ces paramètres, vos paramètres de base, on va dire vos paramètres de premier ordre, mais aussi ces paramètres, de second ordre et ces interactions entre grecs que vous allez devoir, prendre en compte. Là, on voit par exemple si on représente schématiquement l'évolution du prix d'un call, donc d'une option d'achat, le temps, je vous l'ai dit, ça donne de l'aléa directionnel. Plus je vous donne de temps, plus il peut se passer quelque chose de défavorable pour vous comme pour moi du coup. Donc c'est du risque, donc je vous facture ce risque. On voit que avec une même volatilité de départ, si je vous fais un call à 90 jours, je vous le fais beaucoup plus cher qu'un call à 30 jours qui est ici en orange. OK? Pareil, le temps va impacter mon delta. On voit là sur différentes maturités, hein. Hem, à 90 jours et 12 de vol, j'ai un delta, qui bouge pas mal. Heu en vert, on a par exemple 18 IV, pareil, et 190 jours, on a une option qui est, moins sensible. Donc plus je vais me rapprocher de la fin de mon option, pareil, plus mon delta va varier fortement. Donc moi, plus en tant que market maker, je vais entre guillemets «galérer» et devoir faire des ajustements, des hedges, fréquents. Et là, je vous ai schématisé du coup ces différentes grecques de premier ordre, comment est-ce qu'elles vont évoluer. Vous avez ce qu'on appelle le strike ici, qui est en fait le prix, correspondant sur le sous-jacent. Donc comment mon gamma, par exemple, évolue selon si, le sous-jacent va grimper ou si le sous-jacent va baisser, dans quelle proportion ça varie, quel est mon impact, ma sensibilité à la valeur temps. À chaque fois, je vous ai mis pour bien vous montrer ces différents, paramètres et interactions, je vous ai mis 3 maturités, 90 jours, 45 jours et 15 jours. Sans surprise, à 15 jours, on a quasiment toujours une sensibilité, qui va être exacerbée, hein, sauf à la vol. On voit que sur le delta, j'ai un delta qui est très, très sensible. Sur le gamma, pareil. Sur le θ, ma valeur temps, bah, elle va s'égrener pareil, beaucoup plus vite. Donc on voit un peu, enfin, je pense que là, vous commencez à vous représenter la pagaille que ça peut être de gérer tout ça. Un exemple schématique, on achète un call qu'on définit avec un strike de 100, sous-jacent pareil qui est à 100, donc on va dire qu'on a un call à la monnaie. On définit, ça c'est nos paramètres Black and Scholes, hein, taux d'intérêt, la maturité de l'option, donc on a une option à 45 jours et on a 12 de vol qui est prévu, qui est pricé par le marché. Donc on prend un mouvement à 15 jours avec une vol de départ qui est de 12. On a une action dans notre schéma, dans notre idée qui chute de 100 à 90 avant de remonter à 100. Donc mouvement neutre sur l'action. Si vous la détenez en portefeuille, vous avez gagné, 0, voire un tout petit peu perdu les frais de transaction, voilà, si on veut chipoter. Donc mouvement nul sur 15 jours. Par contre, ce mouvement, assez brut où on tombe et bam, 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 on remonte tout de suite, ça a shifté la vol et ça l'a fait passer de 12 à 16.
Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur le prix du call quand on le price? Bah, au début, j'ai un call, par exemple à 45 jours d'échéance, donc pour notre option de départ. Au début, il vaut 71. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si je prenais pas en compte l'érosion de la valeur temps et les autres sensibilités des grecs, si je prenais en compte entre guillemets que, on va dire que mon axe delta gamma, j'ai un call qui vaudrait 92, 68. Mais en prenant en compte l'impact de tous les paramètres, la valeur temps qui s'est, érodée, qui s'est effacée de mon option, et cetera, j'ai un call qui vaut plus que 72,96. Donc sur cet axe-là, j'ai perdu. Enfin perdu, quasiment perdu. Là, on va dire la perte était pas loin. Par contre, avec une option à 90 jours, je paye un call qui est plus cher au départ, qui est à 111,62. Par contre, à la fin, en prenant en compte tous les paramètres, j'ai un call qui est à 128,79 puisque j'ai joué une option, vous vous souvenez avec ce qu'on a vu sur les graphiques juste avant, j'ai une option qui est un petit peu moins sensible à certains paramètres comme elle a, plus d'échéance, plus de maturité. Et je vais avoir par exemple, heu, des axes sur le delta gamma et sur la vol qui vont se valoriser différemment et là du coup, avec cette option, à 90 jours, j'arrive à capitaliser sur le mouvement de volatilité. D'accord? Puisque mon call passe de 111 à 128, là où finalement je fais quasiment une opération nulle avec une option à 45 jours. Donc comme ça vous illustre un petit peu directement l'impact que va avoir, la maturité de l'option et du coup ses sensibilités dans votre option et la façon dont elles s'impactent entre elles. Ça peut, comme on l'a vu, avoir un impact très, très concret. Par exemple, là, si je passe rapidement sur l'érosion du temps, par exemple, et l'impact que ça peut avoir sur mon delta, si on prend par exemple, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le charm et un achat de call. Alors là, je vais peut-être vous faire, saigner du nez, mais c'est en gros, c'est la représentation de mon charm que vous voyez ici. Donc l'impact qu'il va avoir sur mon delta et si je veux pas entre guillemets trop, vous faire mal au crâne, ce qu'on va appeler souvent le charm, on l'appelle souvent le delta bleed, le saignement du delta. On voit ici, j'ai mon delta de base théorique et j'ai mon delta avec l'impact du charm. On voit que, pour une certaine, durée de temps et une certaine évolution sur le strike, on a un impact qui diverge sensiblement, d'où le fait qu'un market maker, de par, on va dire, la granularité avec laquelle il doit gérer son book d'options, c'est tous des paramètres qu'il doit prendre en compte parce que si je me retrouve à hedger, 0,25 de delta, alors que mon delta effectif c'est 0,58 ou 0,55, sur une option, je vais peut-être pas le sentir, mais sur un book où on a des milliers d'options dedans, je peux vite me retrouver d'une journée qui se passait bien à une journée où je sais que la réu du soir, elle va pas être super cool. Donc c'est pour vous illustrer un petit peu tous les paramètres que le market maker doit hedger, doit arbitrer et ici, ce qu'on voit, ce que le charm nous permet d'illustrer, de mesurer, c'est que dans mon achat de call, le temps qui passe va se traduire petit à petit par une hausse du delta. Toutes choses égales par ailleurs, une fois de plus, c'est-à-dire sans parler des axes, des sensibilités de la vol, et cetera. Si je veux hedger ma position, je vais devoir du coup shorter de plus en plus de sous-jacents pour compenser cette hausse, croissante et mécanique de mon delta chaque jour qui passe. Parce que c'est la divergence que vous voyez assez bien, sur le graphique de gauche. Bon ça j'ai peur de, ouais, vu la montre, j'ai peur qu'on prenne un peu trop de temps à l'expliquer. Donc, je vous le disais, le market maker, il doit gérer l'ensemble de ses sensibilités. Tout ça dans des books qui, en général, sont sur des milliers d'options. C'est-à-dire que vous allez proposer des options sur plusieurs actifs, plusieurs assets, sur plusieurs strikes, sur plusieurs maturités. Donc, ça vous fait vite un gros portefeuille, un paquebot, en fait, à manœuvrer. On a vu que par rapport à toutes ces petites sensibilités-là, qu'on doit gérer, il va devoir construire dynamiquement des hedges, pour couvrir ses options et cette nécessité-là, ce hedge va avoir des impacts très, très directs sur les marchés. Encore merci Jay d'avoir dégrossi, la chose. Donc c'est ce qu'on peut mesurer ici, par exemple, avec cet exemple. On va parler du hedge gamma pin, c'est-à-dire quand un sous-jacent, un actif se fait coincer, se fait pin par une couverture de gamma. Quand on a une option qui passe par exemple OTM ou ITM ou même à l'inverse, il y a de gros impacts et par exemple si on passe d'OTM à ITM, si on passe du en gros, on passe d'une option qui schématiquement, ne vaut rien techniquement si on l'exerce à expiration, par rapport à sa valeur intrinsèque, elle passe de ne rien valoir à valoir quelque chose. Ça fait que vous avez un hedge à monter très, très vite, que je vous ai représenté ici. Si vous prenez la valeur à expi de votre option, vous voyez que tant qu'on est sous notre strike, donc là on était à un strike 5800, l'option techniquement vaut que dalle à l'exercice parce que, bah, vous n'allez pas exercer une option, qui est sous la valeur, du strike, vous n'allez pas payer pour un truc que vous allez obtenir à un prix inférieur à ce qu'il vaut à l'instant T.
Par contre, du coup, dès que ça passe au-dessus, j'ai une option qui se met à se valoriser, j'ai un call qui se met à se valoriser très, très vite et donc ça, si je dois le hedger dans mon book d'options, forcément, j'ai des sensibilités qui d'un coup passent de sensibilités quasi nulles à des sensibilités très fortes et exacerbées. Pareil, je vous ai représenté, schématiquement l'évolution du gamma et l'évolution de mon delta sur la durée de vie, de mon option et sur les strikes impliqués. Plus ça monte, plus j'ai un delta qui va être fort. Exacerbé et là, par exemple, alors ça pareil, c'est tout du reconstruit, sur Excel, hein. Si on prend une distribution de gamma, c'est-à-dire qu'on regarde sur le marché où est-ce qu'on a des grosses concentrations de gamma pour en déterminer où est-ce que du coup on a des gros impératifs de couverture de la part des market makers. On voit qu'on a ici ce qu'on peut appeler un gamma flip, qui va s'opérer sur ces niveaux-là. Donc c'était, alors je ne l'ai pas noté, mais ça doit être 5310-5320 ici. C'est là où on a vraiment un gros notionnel. À la fois, on a un gamma flip qui s'opère un petit peu en amont, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est là qu'on commence vraiment à avoir de gros, gros notionnels gamma. Donc c'est là qu'on va avoir beaucoup de contreparties en face du marché, une grosse action entre guillemets des market makers pour arriver à se couvrir sur ces niveaux. Et on voit que, bah, très récemment sur le S&P, ça a contribué, c'est pas le seul élément, mais on peut se dire que ça a contribué à coller, à pin le stock, à pin l'indice, parce qu'il y a eu de gros afflux, de gros besoins de couverture qui se sont montés, sur ces niveaux. Là, avec une précision quasi chirurgicale, c'est pas toujours le cas. Faut pas oublier que les marchés, c'est avant tout, de la macro qui va les driver sur des horizons, moyen long terme et des contraintes mécaniques comme celles qu'on est en train de voir sur des horizons un peu plus court-termistes. Mais ça, c'est un exemple concret, d'information qui peut être intéressante à exploiter de par des chaînes d'options, qui ont un impact de plus en plus prépondérant. Quand on regarde les analyses qu'avait réalisées Goldman Sachs sur le sujet, les zero DTA, donc c'est des options qui ont une journée de durée de vie, c'est 44 du volume total qui est traité sur les S&P. Et de son côté, JP, il estime qu'on a des options qui sont surtout nées de vendeuses, c'est-à-dire avec des particuliers ou autres, ou des fonds, pourquoi pas, qui vont vendre des options afin d'en percevoir la prime, ce qui va impliquer une certaine, dynamique de hedge. Et comme, vous vous souvenez ce qu'on a vu, les options, moins elles ont de durée de vie, restante, plus elles ont des sensibilités exacerbées. Vous faites vite le lien avec le fait que c'est le bordel pour les market makers et cette explosion des zero DTA, ça amplifie considérablement les variations, on va dire, mécaniques du marché. C'est à l'origine d'énormément de mouvements en intraday. Vous voyez ici, par exemple, sur ce graphique de Bank of America, il nous explique que et encore ça a 2 ans, ah non, c'est en 2024, j'ai rien dit, c'est un graphique de cette année. On voit que c'est quasiment la moitié du volume qui est traité maintenant sur les S&P, qui est traité enfin du volume des options, qui est traité directement en zero DTA. Donc on a un impact qui est tout à fait colossal, surtout sur des expirations qui en moyenne, comme on le voyait sur ce graphique de Société Générale de Goldman Sachs, font en moyenne, on a des expirations à 100 000 de notionnels. Donc on est sur des impacts tout à fait majeurs et comme on a des options qui ont des sensibilités exacerbées et qui bougent très fort et très vite, le market maker de son côté, c'est pareil, il faut qu'il bouge très fort et très vite. Il faut qu'il rebalance son book très fort et très vite et un sous-jacent qui va bouger, je sais pas de admettons 20 points, admettons, même 15 points S&P qui est pas forcément une variation énorme. Sur des options proches d'expiration où il ne reste que quelques jours de durée de vie, pour le market maker, ça va avoir un impact énorme dans son book. Le marché des options du S&P actuellement, il a un open interest moyen qui correspond à 5,2 milliards de dollars. C'est 20 de la cap de l'indice, donc on est vraiment sur des impacts de marché qui sont, considérables, hein, des volumes, de market impact qui sont tout à fait considérables, avec une petite asymétrie entre call options. On voit qu'il y a 3 milliards sur les puts et 2 milliards sur des calls, donc on a toujours une petite préférence pour jouer du put et tout ce joyeux, monde, toutes, ces différentes données font qu'à l'heure actuelle, alors une fois de plus, c'est grande banque, hein, c'est c'est pas moi qui certifie, l'exactitude de la donnée, mais on estime, d'après notamment Barclays, qu'à l'heure actuelle, les hedges des market makers, les hedges, induits et nécessaires justement à la couverture de ces produits dérivés et de ces boucles d'options, c'est 40 du volume total qui est négocié, qui est traité sur les marchés. Donc quand on parle d'impact considérable que ça peut avoir, d'impact mécanique, on n'est pas dans le faux, hein. On parle bien de 40 du volume traité qui est directement lié à ces nécessités, de couverture delta, de couverture gamma et plus largement de couverture, des boucles d'options.
Et donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'apprendre à exploiter un petit peu, ces différents éléments, pour vous conférer un edge de marché supplémentaire qui peut être mieux que de faire des petits dessins ou de l'astrologie sur ces graphiques. J'ai rien contre l'analyse technique, paniquez pas, j'en fais aussi, mais comme on a quand même, à l'heure actuelle, 7 éléments avec les options qui impactent assez considérablement le marché, avec ce qu'on a vu, les couvertures delta, gamma, ça peut être intéressant pour, heu, avoir une information supplémentaire dans votre trading, peut-être des niveaux de marché plus intéressants, peut-être des contextes, vous dire: «Voilà, à proximité de cette zone, je sais que ça je vais avoir tel ou tel impact de market maker potentiellement, donc peut-être arrêter de short ici parce que je risque de me prendre, un contre-pied, dans la figure», ou tout simplement borner votre marché, voilà. Vous tracez des niveaux préférentiels, peut-être avec un intérêt supérieur, qu'un simple support résistance. Ça peut être une piste que vous pouvez dégager, via les options, sans forcément vous embêter si vous trouvez ça trop complexe ou pas forcément adapté à ce que vous faites, sans forcément vous compliquer la vie à aller trader des options, mais simplement en extraire l'information qu'on peut, comme on l'a vu avec ces principes de delta, gamma, et cetera, l'information qu'on peut en extraire. Vous pouvez le faire facilement avec des API, par exemple sur la TWS d'Interactive Broker ou même sur le site des bourses en données, end of day. Vous pouvez récupérer toutes ces données options qui vous permettent de reconstruire, ce que vous avez les yeux, ce que vous avez sous les yeux sur Excel. Et donc dans les faits, notre market maker, pour, synthétiser, conclure un petit peu ce côté-là, va hedger tout ça, heu, mais préférablement certaines grecques. Par exemple, delta, gamma, c'est des choses qu'on va hedger en direct. Mais par exemple, l'exposition, par moment à de la vol, à de la valeur temps ou au taux d'intérêt, généralement, c'est des choses qui sont plutôt détachées et qui sont gérées à l'échelle globale du book ou du desk et pas spécifiquement par le trader. En général, il va hedger quand même un petit peu le vega, mais il y a une partie du vega qui est hedgée de façon plus large et on a vu, un peu comment se hedger, hein, avec du sous-jacent, du fut pour le delta. Le hedge du gamma, ça va être préférablement, sur d'autres options pour retrouver cette convexité que le futur ne permettra pas. Le Vega, notre sensibilité à la vol, on va le faire sur d'autres produits avec des maturités, parfois plus longues ou s'il y a une petite dislocation dans les prix, c'est-à-dire une petite anomalie dans les prix et un call qui devrait valoir, 16 vaut 17 parce que dans ce call-là, par exemple, il y a un peu plus de vol qui a été pricé, on ne sait pas trop pourquoi, on va essayer d'arbitrer ça et de se mettre dessus pour construire, ce hedge de vol. Voilà, un peu, grosso merdo, j'essaye de pas paraître trop obscur, comment le market maker va petit à petit piloter son book et toutes les sensibilités, tous les paramètres auxquels il doit faire face, avec lesquels il doit composer, sachant qu'on ne peut jamais se hedger parfaitement. Il faut toujours que ça déborde un petit peu d'un côté parce que les frais de transaction impliqués, si on doit constamment, à chaque minute, se hedger parfaitement, toutes les transactions que ça vous fait faire, en fait, ça va être impossible de s'en sortir en profit à la fin avec tout ce que vous allez payer comme fees. On arrive à la conclusion. Quels enseignements pour nous, pauvres traders retail face à nos écrans? On a vu par rapport aux banques, par exemple, au début, qu'il y a une grosse diversification des activités, des pôles de revenus. C'est ça qui les fait gagner de l'argent. Donc, ce qu'on peut envisager, nous, en tant que particulier, par exemple, c'est de diversifier un petit peu nos stratégies, diversifier nos approches de trading. Ça peut être sur un horizon temporel, avoir, par exemple, une poche d'allocation swing, une poche un peu plus scalping, day trading. Idéalement, avoir des sources de financement externes, hein. Un trader pro, c'est ce qu'il a. Il peut avoir son bonus indexé sur du PNL ou autre, mais quoi qu'il se passe, il a son salaire à côté, donc à la limite, ça impacte pas forcément directement son trading. Donc on peut se diversifier, comme je vous l'évoquais, sur différentes unités de temps pour créer un peu une synergie, une décorrélation. Faut s'attacher un petit peu à développer un edge de marché, histoire de ne pas se reposer sur du hasard, se questionner sur, heu, comment je développe en fait mon avantage pour être sûr de ne pas constamment jeter une pièce en l'air et faire du 50-50, hein. Est-ce que ça peut être en développant mes propres outils? Est-ce que ça peut être via une certaine information que j'arrive à récolter? Est-ce que c'est un avantage entre guillemets, technologique? Voilà. Quels sont les éléments qui me permettent d'avoir des résultats qui vont pas me mettre, dans cette case de entre guillemets «les chiffres ont bougé depuis l'étude de l'AMF», mais on va dire à peu près 90 de traders perdants. Quels outils, quels avantages, quelles choses je vais déployer de mon côté pour justement m'extraire de cette stat et ne pas faire partie de la stat? Comment je vais réussir à recréer ce qu'on avait vu, un payoff, un PNL asymétrique où je gagne plus souvent que je ne perds et je gagne plus que ce que je ne perds? Est-ce que ça peut être avec des produits dérivés, par exemple des options, par exemple, ou des stratégies,
je sais pas, de spread, d'arbitrage, pour essayer d'exploiter des phénomènes un peu différents sur les marchés et pas constamment miser sur du delta, pas constamment miser sur la direction des prix. Parce qu'on l'a vu, ce ne sont pas ce que font les instis. Ils ne cherchent pas forcément à miser sur les prix, même du côté des hedge funds. On peut s'exposer sur de la valeur temps parce que, par exemple, si je vends une option, techniquement, je vends du temps. On peut s'exposer sur la volatilité, on peut jouer des relations, entre 2 assets, on peut jouer plein de phénomènes différents. On n'est pas obligé de s'enfermer dans du delta et d'en avoir raison sur ça monte, ça baisse et je perds fonction d'eux. Donc on peut faire ça, définir mon mandat en tant que trader, c'est-à-dire quelle est mon approche, qu'est-ce que je viens faire sur les marchés? Est-ce que je veux être un risk taker et prendre du risque, valoriser rapidement du capital, traiter activement? Est-ce que je veux avoir une approche long terme et plutôt chercher à valoriser passivement un capital sur la durée avec un risque, un peu plus faible? Qu'est-ce que je mets en place pour vraiment gérer, maîtriser mon risque, maîtriser mon capital? On a vu que les banques déployées en fait avaient, on va dire on risk, une portion de leur capital, quotidiennement qui est très, très faible, 0,10-0,16 quand on prend, le calcul fait avec la value at risk. Aussi avoir une gestion des risques qu'on va faire évoluer, ce que font les banques, ce que font les professionnels. On ne peut pas avoir une gestion de risque fixe, par exemple, 2 de mon capital ou, un stop de, 60 points constamment sur les marchés parce qu'on a des marchés qui évoluent, il y a une vol qui évolue, il y a des dynamiques de marché qui évoluent, donc il faut s'adapter au marché. Comme on dit souvent, le statique ne peut pas survivre dans le dynamique. Donc, essayer de réfléchir à ça. Quand est-ce que je peux, quand est-ce que je dois et quand est-ce que ça me profite d'augmenter un petit peu mon risque? Quand est-ce qu'à l'inverse, vaut mieux que je la joue, un petit peu, plus calme? Comme disait, je crois, Napoléon Bonaparte: «Je sais quand il le faut quitter la peau du renard pour celle du lion» et inversement. Voilà, quand est-ce que je peux me montrer plus agressif? Quand est-ce qu'à l'inverse, je dois apprendre à la jouer un peu safe, me retirer un petit peu? Est-ce que pour un particulier aussi, pourquoi pas regarder la VaR, la value at risk, plutôt que simplement le drawdown. Le drawdown, c'est une mesure, heu, imparfaite et incomplète du risque qui a tendance en plus à s'accroître avec le temps, alors que la VaR vous permet de faire un petit peu des projections, de définir un intervalle de confiance, sur vraiment les risques de votre stratégie. Savoir que, bah, si je suis en dehors de ma VaR, je dois plutôt procéder du coup comme ça, réduire mes risques là, là sur telle poche l'augmenter, et cetera, et cetera. Trouver et définir l'approche que vous voulez pour traiter sur les marchés. Est-ce que par exemple c'est, comprendre des marchés pour aller traiter derrière de façon discrétionnaire avec une stratégie qui vous est propre, qui se base sur votre interprétation? Ou est-ce qu'on veut faire du systématique un peu, bête et méchant, j'ai envie de dire, c'est pas péjoratif, hein, mais du systématique un peu comme le ferait un algo, où on laisse finalement très peu de place au discrétionnaire, très peu de place à l'interprétation et au feeling, ce côté humain quoi, et on applique vraiment une stratégie, des règles, comme le ferait un robot de trader. Les traders sont des spécialistes, on l'a vu, je reviens dessus, il faut chercher à développer sa spécialité, son edge, pour mieux performer sur les marchés, développer une approche spécifique. Par exemple, moi, je fais plutôt du global macro, tout comme, on va dire, c'est plus ou moins ma spécialité, tout comme il y a des gars qui vont être spécialisés trading au carnet d'ordre et eux veulent développer leur edge là-dedans. On sans forcément trop comprendre l'économie ou du moins sans être bon dedans, mais ils veulent être par contre très, très bons sur l'exécution, la lecture du carnet, les setups qu'ils ont sous les yeux, les setups propres à du carnet d'ordre et cetera. Et vous développez des automatismes qui vont contribuer petit à petit à accroître votre performance, votre efficacité par rapport à la spécialité dans laquelle vous allez, décider de vous embarquer. Savoir que du coup côté desk ou côté fonds, ou côté, bah, moi ce que je vois dans mon trading, compte propre, finalement, l'exécution, ouais, l'action de trading en elle-même, c'est peut-être 5 à 10 du job et le reste, c'est, du boulot en amont, développer des strats, faire du backtesting, tester des idées de trading, faire de la recherche, former une vue macro, définir, quelle stratégie est la plus intéressante. Ça, c'est une notion peut-être de fonds de hedge fund dont j'ai pas nécessairement parlé. On va souvent faire référence à l'efficience de déploiement du capital. L'idée de mon efficience de déploiement du capital, c'est que, si j'ai 100 balles, admettons, à dispo, que je les investis, sur une stratégie, sur une action A, regarder à la fin de ma position sur d'autres chemins qui étaient possibles pour une même complexité. C'est-à-dire pas une stratégie qui est plus complexe à déployer, mais peut-être juste un autre produit financier ou un autre actif, un autre secteur. Bah, lequel aurait rapporté plus? Et si en fait à environnement de marché égal, stratégie égale et complexité égale, je suis sur celui qui a le moins bien marché, par exemple il a fait que 103, horrible comment je dessine, et j'en ai un qui a fait 107. Bah, finalement, j'ai pas une efficience de déploiement de mon capital qui est top parce qu'à niveau de complexité égal, il y avait des choix qui rapportaient plus et que je n'ai peut-être pas su cerner et peut-être que mon analyse a failli sur quelques points, sur quelques axes. Donc
grosse partie du temps, analyse, réflexion, optimisation des systèmes qu'on a en place, qu'on veut mettre en place ou qu'on va, déployer. Comme on dit souvent en gestion, gérer c'est prévoir et prévoir c'est anticiper. On peut pas être constamment dans la réaction en tant que trader. Il faut qu'on arrive à former des vues de marché, anticiper un peu, ce qui peut se passer pour juguler au maximum peut-être le côté psycho-émotionnel, de devoir réagir en vite, en speed, en étant un peu la goutte au front. Ce qui peut être intéressant peut-être aussi, qui est trop souvent mis de côté, je suis un éternel défenseur de la macro. Apprendre à former une vue de marché sur des actifs, par exemple à X jours, X semaines, X mois, comprendre avec la macro, quel est le focus du marché, quelles sont ses problématiques, ses contraintes, ses catalyseurs, qu'est-ce qui peut être perçu positivement par le marché, qu'est-ce qui peut à l'inverse plutôt, le faire caver, qu'est-ce qui peut être un game changer, et tous ces éléments vont permettre finalement peut-être une meilleure gestion, des pertes à terme puisqu'on comprend mieux l'environnement dans lequel on intervient et si on maîtrise mieux nos pertes, on maîtrise mieux la volatilité du portefeuille et donc on a un meilleur rendement, une meilleure rentabilité ajustée du risque. On a vu que ce qui était très intéressant et là où des mecs performaient mieux, c'était en diversifiant, par exemple avec les hedge funds avec une approche multistratégie. On diversifie ses risques, ça peut être différentes stratégies qui exploitent des phénomènes différents, une stratégie de tendance, une stratégie de momentum, une stratégie de mean reversion, une stratégie d'investissement sur les cycles lunaires, ce que vous voulez, mais différentes stratégies qui peuvent être intéressantes et combinées pour exploiter différentes phases d'un marché qui va être différent et qui ne va pas toujours présenter les mêmes caractéristiques. On peut le faire sur différentes unités de temps, sur différents phénomènes. L'idée vraiment étant de lisser un petit peu les profils des différentes stratégies et on peut en plus le faire sur différents assets. On peut très bien traiter du DAX à très court terme, mais monter par exemple des stratégies d'options sur du DAX à plus long terme, se diversifier sur différents segments de marché, différents sous-jacents. Point très, très important, ne pas traiter que du delta, ne pas trader que les prix. On a vu, même si on pourrait aller beaucoup plus dans le détail, on a commencé à voir un petit peu quand même dans ce moment qu'on a partagé ensemble, qu'on peut traiter d'autres phénomènes que le prix, qu'on peut exprimer d'autres vues de marché, d'autres scénarios que juste dire: «Je pense que ça monte» ou «Je pense que ça baisse». On peut dire: «Je pense que ça monte plus fort, je pense que, ça va bouger plus fort ou moins fort». On peut parier sur la vol, on peut parier sur le temps. On peut dire simplement: je pense qu'à un horizon 3 mois, le prix sera au-dessus ou en dessous de ce niveau et gagner là-dessus. On peut, par exemple, si vous imaginez que vous avez un marché qui évolue comme ça, si vous vendez du call, vous vendez du put entre les deux bornes, bah, vous allez collecter de la prime, collecter de l'argent en misant sur le fait que justement le marché ne bouge pas. Alors que par exemple avec un futur, vous seriez obligé de jouer constamment, je short en haut, j'achète en bas, ça peut être dur et on a toujours pas envie de se faire coller sur la cassure. Ah, donc vous pouvez Iron capitaliser. Condor. Par exemple, il y a d'autres stratégies, mais ouais, dans l'exemple, tu peux faire un Iron Condor, si tu veux te couvrir. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Excuse-moi. bon, diversifier ses non, mais c'était quasiment ça en plus, utiliser des produits dérivés, comme on a vu avec les options, qui du coup vous permettent d'aller exploiter ces autres phénomènes et c'est un petit peu cette convexité pour sortir de l'approche purement, linéaire, delta one. Heu, réfléchir à des stratégies peut-être qui ont des approches un peu spécifiques comme le spread, comme, le market neutral. Le spread, vous allez jouer des boîtes contre des boîtes ou des secteurs contre des secteurs, des indices contre des indices par exemple. Heu, un truc que peut-être dont on aura l'occasion de reparler sur un prochain live. Vous pensez que, comme moi, que, les banques américaines, ça va être un petit peu compliqué pour elles et c'est déjà compliqué à cause de l'exposition qu'elles ont au CRE, au commercial real estate, notamment les banques régionales qui sont très, très exposées. En moyenne, c'est 30 à 40 des assets de ces banques-là. Alors que côté banque européenne, bah, la situation, est plutôt, très, très safe, on va dire, de ce côté-là. Vous pouvez monter un spread où vous dites: «Bah, je me porte acheteur sur les bancaires européennes, je short sur, les bancaires US» et vous collectez en fait le différentiel de performance entre ces 2 actions. Heu, on pourra en reparler, là c'est peut-être encore un peu abstrait. Réfléchir à votre modèle d'allocation de capital pour pas faire des allocations fixes, hein. Vous adaptez au marché, vous adaptez au setup. Vous avez peut-être un setup qui a un risk reward qui est pas top. Par contre, il a une grosse probabilité qu'on peut mettre pour lui, à son crédit et en face, il y a peut-être des setups parfois qui sont beaucoup plus, risqués, qui passent peut-être que 20 à 30 du temps. Par contre, comme on va gagner en moyenne, 5, 6, 7 fois notre perte dessus, ça vaut le coup de mettre une petite pièce dessus. C'est des arbitrages à faire, réfléchir voilà, à votre vol, la gestion de votre PNL. Pourquoi pas définir un seuil d'exposition, un seuil de perte dans votre gestion de risque, dire voilà, aujourd'hui je m'arrête à une perte journalière de temps, ou par rapport à la volatilité, il ne faudrait pas que je m'expose de plus de X, Y ou Z. Pareil, parce qu'on parle beaucoup de diversification, faites attention aux corrélations.
Si vous faites achat Tox, DAX, Nasdaq, Dow Jones, S&P, la décorrélation, elle est naze. Hein. C'est des indices qui vont grosso merdo évoluer ensemble parce que économie mondialisée, donc un indice corrélé. Et finalement, ça revient à quasiment jouer 5 ou 6 fois le même trade. Vous jouez 5 fois le même scénario de marché, à savoir une hausse des indices. Putain, mais j'en ai mis combien? Je crois que c'est la fin, c'est bon. Donc, ne pas définir, comme on vient un petit peu d'insister dessus, ne pas penser qu'à la stratégie de trading qui est finalement votre stratégie d'exécution, mais réfléchir à votre stratégie de gestion de vos positions, c'est tout aussi important que l'exécution de votre stratégie. La bonne gestion de votre position, elle peut souvent faire passer d'une perte à un gain et aussi inversement. Mais l'idée dans laquelle c'est intéressant, c'est de rattraper parfois une position qui était mal engagée en mettant une option en face, en travaillant la position, pas forcément s'imposer un stop fixe, mais s'autoriser à dire bon bah j'ai acheté, ça va pas contre moi, enfin ça va contre moi, est-ce que vaut mieux couper mon trade ou est-ce que c'est une petite secousse de marché, je prends par exemple je fais un achat de put pour me protéger, voilà ce genre de réflexion, comment je peux tourner ma position dans le temps pour peut-être pas simplement me contenter de dire ok j'ai perdu, I'm out. Donc avec ce que je vous disais, hein, quel produit de couverture, est-ce qu'on met un spread, est-ce que par exemple ok le temps que mon Nasdaq se récupère, est-ce que j'ai envie de shorter un petit Dow Jones ou ce genre d'éléments. Développer une vue transverse sur les marchés, croiser les infos, on a vu ce qu'on peut tirer par exemple des options, ça peut être juste par exemple la lecture des taux, les taux d'intérêt ça vous donne énormément d'éléments, si vous suivez le 2 ans, le 10 ans, vous avez des taux qui se tendent, c'est un reflet quasiment direct un petit peu de la perception du risque par les marchés. Si vous étiez peut-être déjà sur les marchés à l'horizon 2020-2021, dès que les taux se sont tendus, forcément, on a de la tech qui s'est fait un petit peu découper. C'est normal parce que comme c'est des boîtes qui fonctionnent sur de l'endettement, s'endetter coûte plus cher. Donc, il y a un impact sur les taux d'escompte et sur la valorisation des boîtes. Puisque s'endetter coûte plus cher, ça va grignoter la rentabilité derrière qu'on peut fournir aux investisseurs. Donc, hausse des taux d'intérêt, la tech qui est sensible, elle a baissé. Et c'est plutôt le secteur value qui a performé et qui a surperformé la tech sur quasiment 2 ans. Ça peut être ce genre d'éléments de vue de marché que vous pouvez obtenir en croisant les données ou simplement peut-être l'indicateur de trading qui est je dirais presque le plus sournois parce que le moins regardé, mais en même temps un des plus efficaces à mon sens euh, pour avoir un peu quand même traité sur les marchés depuis un moment. Le palmarès, comment vous appelez ça? Les listes de trading. Par exemple, prenez une liste des boîtes du CAC 40 ou du S&P ou du Nasdaq, n'importe. Le CAC 40 est mieux parce qu'il est moins concentré sur de la tech, même s'il y a une grosse exposition, comme on le sait, à Total, le luxe, etc. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans les valeurs qui composent l'indice, qu'est-ce qui a baissé sur la journée, qu'est-ce qui a monté, qu'est-ce qui a tiré l'indice. Et ok, si j'ai par exemple un risk event, une réunion de la BCE qui arrive et que j'ai des valeurs qui se font taper, j'ai un indice qui baisse un peu, qu'est-ce qui baisse? Si c'est des trucs qui ont baissé, qui ont pas mal monté depuis quelques semaines, quelques mois, on peut se dire que c'est simplement une prise de profit, c'est normal, on dérisque un petit peu avant un risk event. Par contre, si au milieu de nulle part, sans changement fondamental, sans risk event à venir, je vois que j'ai un marché qui commence à s'arracher un petit peu à la baisse, c'est déjà beaucoup plus préoccupant et il faut que je cherche qui peut motiver ça et qu'est-ce qui est en train de faire peur au marché, où est mon focus. Et ça, vous pouvez le faire sur des marchés. Peut-être si certains le veulent, je partagerai une liste que j'ai fait sur TradingView. Parce que PRT, je ne sais même pas si je peux partager des listes, mais sur TradingView, j'ai une liste comme ça assez grosse, où en fait l'idée c'est de se dire, on met des assets qu'on sait être des assets risqués, des assets défensifs, des assets plutôt sensibles à l'inflation, et cette liste vous permet de suivre un peu sur la journée, selon ce qui monte, selon ce qui baisse, selon ce qui se tend, voir si le marché est un peu risque adverse, ou à l'inverse, s'il y a de l'appétence à la prise de risque, etc. Se dire que l'analyse technique, finalement, c'est bien. On va s'en servir pour le timing, pour optimiser nos entrées, pour valider notre idée de fond Mario. Mario. Voilà, ça y est, c'est la fin. Notre idée de fond macro, si on a une certaine vue de marché, on va essayer de la confirmer peut-être avec l'orientation que prennent les graphiques, que prennent les cours et trouver, se dégager une entrée intéressante. Trader, jamais oublier que c'est un métier qui demande une formation intensive au contact des marchés. Les mecs qui font ça en salle des marchés, alors maintenant c'est de pire en pire chaque année, le niveau augmente un petit peu, ça tend vers du quant, vers du matheux, plus, mais les mecs passent, alors ça dépend des cursus, mais d'ailleurs maintenant il y a beaucoup de doctorats, il y a même beaucoup de double master qui arrivent parfois en salle des marchés. Donc les mecs passent beaucoup de temps dans des études qui sont certes théoriques et finalement ce qu'on va faire, ce qu'on va voir en salle des marchés sont assez éloignés de ce qu'on a pu voir en termes théoriques par rapport à comment on va réellement traiter et utiliser les produits. Ouais, mais le cerveau est rodé, quoi. Voilà. Ouais, bon, franchement, on en reparlera, mais il y a des trucs, tu te dis, j'ai jamais. Par exemple, tu vois, ce qu'on a vu tout à l'heure, edger un book correctement,
tu le verras jamais dans les cours en général. Mhm. Tu vas voir vite fait, on t'explique vite fait comment tu peux edger telle ou telle sensibilité, mais edger en fait l'ensemble de toutes ces sensibilités qui agissent, et qui interagissent entre elles, alors là, c'est l'enfer. Mais du coup, comprendre qu'il y a ça, que c'est des mecs qui se confrontent au marché aussi tous les jours à l'issue de leurs études. Donc, faut pas tout plaquer pour devenir trader au bout de 6 mois. Il faut le temps de se confronter au marché, d'éprouver sa stratégie, sa psychologie face à différentes conditions de marché. On peut très bien s'en sortir dans un marché qui est hyper acheteur, qui fait que monter, et puis sur un marché qui va être très nerveux, très attentiste, parce qu'il est un peu sur le fil, parce qu'il y a une donnée qui peut vraiment être un game changer. Le marché va se comporter totalement différemment, beaucoup plus nerveux. Les petites baisses ne sont plus rachetées aussi vite qu'elles l'étaient avant et on peut très vite un petit peu dérailler dans notre trading. Mhm. Donc voilà, ne pas se lancer trop vite en pensant avoir trouvé le Graal, ne pas se contenter que d'une méthode ou que d'un discours. Euh, Moi, l'analyse technique toute seule, j'y crois pas. L'analyse macro toute seule, j'y crois pas davantage. Les deux combinés, je pense que c'est incroyable. Mais réfléchir à ce qui vous permet de dégager un edge. Un mec, s'il a développé une strat qui est que du technique, mais qui est fonctionnelle, qui est en fait une strat, on va dire, systématique, peut s'en sortir sur les marchés. Comme moi, je croise les deux pour aller alimenter dans le vu de mon analyse macro, comme il y en a qui est dans le sens, dans la vue de mon analyse macro, comme il y en a qui vont faire que de la macro. Bon, en général, le problème, c'est que c'est un peu du doigt mouillé, je trouve. Si on filtre pas avec l'analyse technique en termes de timing, c'est pas top. Et du coup, bien se souvenir que c'est un processus de temps long et plutôt sur différentes années, sur plusieurs années, pour arriver à un niveau qui vous permet d'espérer en vivre sereinement. Et si mon intervention vous a plu, que je vous ai pas trop saoulé, dégoûté, slash assommé, dans les prochains cours Je qu'on pense pourrait pas. partager ensemble, je vous proposerai principalement 2 axes. On pourra en faire d'autres. Je ne sais pas si je vous ai parlé de stratégie spread trading, par exemple. On pourrait vous montrer un trade que j'ai pris récemment en début d'année sur les valeurs bancaires. Mais je pense peut-être deux des choses qu'on pourrait voir ensemble qui sont les plus palpables dans le même ordre d'idées. C'est les différents acteurs de marché. Donc, comme on l'évoquait un petit peu au début du live, avec par exemple une banque centrale, un hedge fund, un desk de banque, un fonds souverain, une entreprise. Comment est-ce qu'ils peuvent impacter le marché? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment ils vont intervenir sur les marchés? Ou peut-être regarder ce que j'ai nommé des stratégies institutionnelles, qui sont, on va dire, des stratégies sous forme de produits structurés que la banque va proposer à des clients pour, face à certaines conditions de marché particulières, par exemple, on redoute une remontée de l'inflation, ce genre d'événements, jouer des phénomènes de marché qui permettent de se décorréler un petit peu de l'évolution, de ne pas s'exposer directement à est-ce que la bourse va monter, est-ce que la bourse va se casser la figure, et de jouer par exemple sur la volatilité, sur de la dispersion, des écarts de vol entre différents actifs, de jouer des paniers de corrélation, ce genre d'éléments. Je vous laisserai voter, je ne sais pas comment on Bah, pourra mettre ça en place, mais ce qu'on fera, c'est qu'on fera. Là, je vais faire un salon question ou pour le replay. Toi, où je vais mettre le replay dedans et tout. ouais, Et puis carrément. on mettra le vote dedans. Alright. On mettra le vote dedans directement. Et puis Je pense aussi que c'est et puis les... on mettra aussi tes infos, ton site et tout ça. Dedans. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mettrai là, je pense, dès demain, à disposition une grosse format gratuite. Voilà. Yes. Et est-ce que tu veux parler 2 minutes de tes affaires ou on en parle à la prochaine ou on en parle dans le canal directement? C'est comme tu veux. Ouais, non, on peut en parler succinctement, hein. De toute façon, je vais rien cacher. De mon côté, il y a quelques temps, j'ai commencé à proposer un accompagnement, un suivi payant. C'est pas forcément l'axe sur lequel j'aimerais trop discuter dans le cadre de TPF, euh, parce que c'est assez restreint, quoi. Je suis vraiment pas sur une logique de faire du chiffre. Je recherche des profils vraiment particuliers. Comme je dis souvent, je préfère ne pas prendre un mec dans mon accompagnement, dans ma formation, parce que je sais que le contenu est assez touffu, assez lourd à digérer, qui demande une grosse part de travail de la part de l'étudiant. Et quand je sens que le mec n'est pas forcément motivé ou qu'il est là, entre guillemets, juste pour faire des pépettes ou parce qu'il croit trouver le truc magique, je préfère ne pas donner suite. Et donc, je préfère, entre guillemets, lui laisser son argent et qu'il aille se former ailleurs que de faire rentrer un mec qui va avoir en fait un mauvais avis peut-être sur le contenu, sur l'accompagnement, parce que lui n'a pas fourni le job, n'a pas fait le travail, et du coup n'a pas les résultats qui devraient aller avec et auxquels il s'attend. Et l'axe sur lequel je préférerais discuter avec vous dans le cadre de TPF, c'est une grosse formation gratuite que je mets en place. Quand je dis grosse, c'est-à-dire c'est pas les trucs habituels avec 2 heures de cours pour vous orienter vers un contenu payant.
Et la réflexion pour moi derrière, c'était sur deux axes déjà. Enfin, la démarche à l'origine, ça a été de dire, bon, premier axe, ça me fatigue un peu de voir des mecs qui vendent RSI moyenne mobile risk-reward à 2500 euros, c'est peut-être un peu excessif compte tenu de la valeur ajoutée. Et aussi de me dire, bah, quand moi j'ai voulu me lancer, démarrer dans l'activité de prop trading, j'ai acheté à mon tour, en ayant quand même du coup, je pense, une petite connaissance du milieu, énormément de formations qui étaient des conneries, où j'ai perdu et de l'argent, mais également beaucoup de temps. Et je me dis, avec le recul, j'aurais aimé avoir à mes débuts peut-être une vraie formation, entre guillemets, accessible, une vraie ressource digne de ce nom, où on m'explique concrètement dans quoi je mets les pieds, où on me parle directement des options, des impacts de marché. On me dit pas que c'est Gérard de Société Générale qui va manipuler les cours, mais on m'explique un peu les différents impacts de marché, ce qui peut se passer, etc. Et qu'on m'explique concrètement dans quoi je mets les pieds, statistiquement, mathématiquement, en termes de fonctionnement de marché, en termes de produits dérivés, ce qu'est le métier de trader, ce qui bouge, ce qui drive les marchés. Et d'où en fait ce projet que j'avais amorcé il y a longtemps, mais comme entre-temps j'avais repris le boulot, j'étais sous l'eau, j'avais pas pu avancer sur ce projet, mais là il est finalisé. Donc c'est plus ça que j'aimerais à l'heure actuelle mettre en avant, c'est le côté gratuit. Sachant que pour vous dire, c'est ce qu'on vient de faire là, par exemple, sur ce cours, c'est un peu l'idée de ce que je mets dans ma formation gratuite en termes de contenu et de valeur ajoutée, quoi. Ok. Bon, en tout cas, c'était Voilà. super, hein. C'était, tu sais que ça a 2h30. Quoi? T'as réussi à tenir en haleine tout le monde 2h30. Putain, j'ai débordé tant que ça. Incroyable. Et merci beaucoup. Et C'est, encore, il y a des slides, que j'ai fait sauter pour qu'on gagne du temps. ouais, bah, tu sais, Putain, c'est toujours comme ça. Mais en fait, du coup, c'est vraiment, ouais, comme dit Jack, c'est la passion, toi, qui parle. Mais du coup, c'est vrai Ouais. que, non, là, on le voit, c'est que l'audience, elle n'a fait que grimper tout au long du truc. J'ai. Donc, ça veut dire que t'as tenu en haleine tout le monde durant Ok. toute ta Putain, presse. Donc, c'est deux cool. heures. Oh là là. En plus, j'ai retranché des trucs en me disant je vais gratter. Oh là là. Ah ouais. Bah, en tout cas, Il nous merci. doit une modeste, Je Ah t'en bah, je prie, vous ai fait sauter le repas du coup. Philippe. Oh, bon, c'est pas grave, ça. Ça non, roule. je disais juste, il nous doit une boîte d'aspirine. Ouais, ouais, bah là, moi, avant de faire le live, j'ai acheté des petites actions Bayer là. Hop, hop, hop. Je savais que le cours du Doliprane allait péter là. Non, mais c'est bien parce que ça fait, ça change un petit peu d'avoir ouais, vue d'un autre monde, autant avec Jay lors de l'entretien et puis là, sur son Discord et aussi le dernier live qu'on a fait. Et là, avec Julien, franchement, ça permet de voir un autre horizon et aussi ce qui est possible de faire. Parce qu'en fait, on fait du directionnel sur les propres firmes, mais rien ne nous empêche de commencer à se renseigner un petit peu de comment fonctionnent réellement les marchés et les autres stratégies qu'on peut mettre en place pour accompagner le trading qu'on fait directionnel sur les Mhm. propres firmes, quoi. Ah, ouais, faudrait percevoir ce trading propre firme en fait comme un tremplin. Ouais, C'est voilà. vrai que Mm. avant il n'y avait pas cet accès un peu démocratisé et possible à du capital comme ça dans de telles proportions. Ça peut être intéressant de se dire ok, je fais mon beurre de XY façon sur les propres firmes et puis bah, sur les gains que j'arrive à en dégager, en retirer, je vais essayer d'aller peut-être traiter de l'option, traiter d'autres stratégies, me construire mon portefeuille entre guillemets à long terme. Voilà, aller vers d'autres horizons, pas toujours le directionnel, parce qu'en plus, je trouve que nerveusement, le directionnel, c'est fatigant. Moi, j'ai switché après m'être pris le Covid dans la figure. C'est là où j'ai opéré vraiment un gros changement, où je faisais beaucoup, beaucoup de directionnel et beaucoup d'intraday, vers un trading qui est beaucoup plus sur X jours, voire plutôt X semaines, X mois, quoi. Ouais, ouais, ok. Ça roule. Bon, bah, merci à toi en tout cas. Et Ouais, je vais créer le salon là pour tout ça dans l'après-midi là. Et on mettra bah, je mettrai le replay. Le replay, je pense que je vais le faire en deux parties parce que publier une vidéo de 2h30, ça va être chaud. Je pense que je vais le faire en deux parties. l'algorithme en Ouais, PLS. voilà, c'est ça. Et du coup, et puis après, bon, on recalera une nouvelle date, peut-être dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on verra quand il sera dispo. Et puis voilà. Bah, merci à tout le monde en tout cas d'avoir été présent, actif, comme d'hab. Et puis on se donne rendez-vous ce soir à 18h sur la radio pour parler à des plateformes avec Renaud, 5F, Julien de chez Fidias et moi. Si j'ai oublié personne. Ah si, il y aura aussi Tom le trader. Voilà. Eh ben merci Julien. Merci à vous, bon courage les gars. Moi, je vais me réhydrater. Et boire un petit whisky. Ah ouais, là, Ça roule. Allez, à plus tout le monde. Ciao. allez, bon courage à vous, salut. Merci, ciao.